Cet avion était attendu depuis des mois. Monsieur Chibani est un tour opérateur. Cela fait 12 ans qu'il travaille avec les agences de voyage françaises et qu'il accueille les touristes français ici, à l'aéroport d'Attar, à 500 km au nord de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Habituellement, la saison touristique commence dès le mois d'octobre. Mais cette année, il a fallu attendre la fin du mois de décembre pour réceptionner le premier groupe venu de France. Les gens ont peur, Ils ont peur d'être kidnappés, ils ont peur d'être attaqués par des terroristes. Donc c'est un peu cette peur qui fait que tout le monde réellement reste cloisonné chez lui. Les touristes français se font rares en Mauritanie, car c'est dans ce pays que tout a commencé. C'est en Mauritanie qu'il y a 3 ans a eu lieu le premier attentat anti-français revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Le 24 décembre 2007, à Alleg, à 250 km au sud-est de la capitale, 4 touristes français étaient exécutés par un commando sur un bord de route. Depuis cet attentat, le ministère des Affaires étrangères français réclame à ses ressortissants la plus grande vigilance dans certaines régions de Mauritanie. Le Quai d'Orsay estime d'ailleurs qu'une grande partie des régions du Sahara et du Sahel sont à éviter à tout prix. Pourtant, les touristes qui sont arrivés aujourd'hui ne semblent pas inquiets. Ce sont des amateurs de trekking et les menaces d'Al-Qaïda leur semblent bien lointaines. Vous allez faire quoi? Marcher dans le désert. Marcher dans le désert. Une semaine. Et toutes ces histoires d'enlèvement, ça ne vous fait pas peur? Pourquoi? Parce que je pense qu'on peut aussi avoir des problèmes en France, dans d'autres pays. Enfin, ça ne m'inquiète pas du tout. Je pense qu'à la limite, c'est moins dangereux ici peut-être qu'en Europe. Ouais. La région ici me semblait bien sécurisée aussi. Est-ce la présence discrète de l'armée française qui rassure ses vacanciers? Il semble en tout cas que les militaires mauritaniens ont tout fait pour sécuriser la région. Sur la route, le convoi des touristes devra s'arrêter à 3 postes de contrôle. Et nous croiserons quelques véhicules militaires et des gardes armés. Par mesure de sécurité, l'agence de voyage a également redessiné les itinéraires de trek. Le groupe de touristes marchera 6 jours dans le désert, mais en ne traversant que les sites les plus sûrs. Ces voyageurs sont d'ailleurs loin d'être des têtes brûlées. Ils ont mûrement réfléchi leur décision avant de partir. Et dans votre famille, personne ne s'est inquiété? Oh, ma famille s'est inquiétée, oui. Oui, pourquoi? Ouais. Parce qu'ils étaient au courant des enlèvements en Mauritanie. Donc on m'a dit, maman, t'es mère de famille, tu peux pas faire ce que tu veux. Et alors, qu'est-ce que vous leur avez dit pour les... Que je me sentais tout à fait en sécurité. Donc j'avais absolument pas peur. Mais vous êtes renseigné un peu avant? Oui, j'ai été voir sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'ils disent alors sur Internet? Ils disaient effectivement qu'il y avait 4 touristes qui avaient été enlevés, et dont 2, je crois, avaient été tués. Et que le Quai d'Orsay proposait aux Français de ne pas partir en Mauritanie. Mais nous, en Belgique, on n'avait aucune information par rapport à ça. Et cette année, vous avez pas hésité avant de venir? Pas du tout. Je voulais retourner en Mauritanie pour la beauté des paysages, pour l'accueil des Mauritaniens, pour la qualité de l'accueil surtout, et la beauté du désert ici. Et toutes ces histoires d'enlèvement, tout ça, vous êtes renseigné avant quand même? Je me suis renseigné et j'ai su que la Mauritanie étant 4 fois plus grande que la France, les événements qui s'y produisaient, c'était loin, se produisaient très loin, et que le désert était en sécurité avec tous ces postes militaires avancés. Donc voilà, j'étais pas apeuré. Ce groupe de touristes est pourtant peut-être l'un des derniers qui contemplera les dunes de Mauritanie avant longtemps. Car samedi dernier, 2 jeunes Français étaient tués après avoir été enlevés au Niger, dans une zone que l'on croyait aussi jusqu'ici sans risque. Nous avons voulu savoir comment la branche locale d'Al-Qaïda réussissait à étendre son influence peu à peu à l'ensemble des pays du Sahel, et pourquoi les Français sont devenus aujourd'hui leur cible privilégiée.
Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Selon les experts, un tiers au moins des membres d'AQMI sont mauritaniens. La prison centrale est l'un des sites les plus sécurisés de la ville. Ici sont incarcérés près d'une centaine d'islamistes radicaux, considérés par les autorités du pays comme des membres d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Derrière ces murs se trouvent en particulier les auteurs de l'attentat anti-français de 2007. Nous ne pourrons pas nous arrêter ici, c'est interdit, mais nous allons pouvoir entrer en contact avec l'un des prisonniers. Sid Ahmed est journaliste à Nouakchott. Il est spécialiste de la question de l'islam radical en Mauritanie. Il est l'un des rares à avoir noué des liens de confiance avec les extrémistes. Ferme la porte et on y va. Allez, on roule. Avec son appui, nous allons pouvoir joindre par téléphone l'un des membres du commando. Il s'agit de Mohamed Ould Chabarnou. Il a avoué avoir tué les Français en 2007 avant de se rétracter lors de son procès. Il a été condamné à mort. Il a aujourd'hui 30 ans. Évidemment, en principe, Chabarnou n'est pas censé disposer d'un téléphone en prison. C'est la première fois qu'il s'adresse à une télévision. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Mohamed Ould Sidi Ould Mustafa Ould Chabarnou, dit Abou Muslim. Je fais partie d'Al-Qaïda et cela m'honore. Pourquoi, pour vous, les Français aujourd'hui sont-ils devenus des cibles d'Al-Qaïda? En premier lieu, tu n'ignores pas que la France est complice en Afghanistan contre les musulmans. Et tu n'ignores pas non plus qu'elle appuie les pays de la région et les régimes mécréants qui gouvernent par des lois contraires aux lois d'Allah en terre d'islam, contre l'islam et contre les musulmans. Mais les citoyens français qui sont la cible d'Al-Qaïda, est-ce que vous les considérez comme innocents? En vérité, ils sont innocents. Mais le gouvernement français, lui, n'est pas innocent. C'est lui le criminel. Écoutez, des gardes sont entrés. Je vous rappelle à partir d'un autre téléphone. D'accord. Après ce premier échange et un discours attendu, Mohamed Chabarnou va nous rappeler et se faire plus précis, plus menaçant. Allô, c'est Abou Muslim. Nous allons lui demander à nouveau pourquoi s'en prendre aujourd'hui à des touristes français. Bien sûr que c'est légitime. Allah le Tout-Puissant dit « Celui qui vous agresse, agressez-le comme il vous agresse. » Ces gens-là nous agressent et nous aussi nous les agressons. Je le dis clairement, le touriste en Mauritanie ou dans n'importe quelle partie du Sahara, il est permis de l'enlever et de le tuer. Pourquoi la France est-elle devenue une ennemie aux yeux de Mohamed Chabarnou? D'où lui vient cette rhétorique et ces arguments? Où les a-t-il appris? Nous sommes à 1 heure de route du centre de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Oumou El Koura est une mahadra, une école coranique que Chabarnou a fréquentée. Cette école réputée a été fondée il y a 4 siècles. Des étudiants viennent ici apprendre le Coran des 4 coins du monde. Nous arrivons à l'heure de la prière. L'école voit passer des centaines d'élèves chaque année. Mohamed Chabarnou n'a fait ici qu'un bref séjour et cette école coranique est connue pour ses positions modérées. Mais comme le reconnaît l'ouléma qui enseigne ici, il n'est pas impossible de croiser des étudiants aux positions extrémistes, des recruteurs au service d'AQMI. Je ne conteste pas cela. Il y a des jeunes qui viennent d'Algérie, ils étudient juste la langue arabe. Et la preuve que ce sont des extrémistes, c'est qu'ils n'étudient jamais la théologie. Ils ne prient même pas avec nous dans les mosquées. Ils prient seuls, ils étudient uniquement la langue arabe, jamais la théologie. Et quand vous les identifiez? Nous les expulsons. Nous leur demandons de partir. Nous, on ne veut pas subir de mal de leur part. Nous leur disons, toi, tu es indésirable ici. On ne te dénonce pas à la police, mais il faut quitter notre école. Si Mohamed Chabarnou et les autres membres du commando étaient ici devant vous, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais de se repentir, de revenir vers Allah et de prendre la bonne voie,
La voix du prophète et de ses compagnons, les compagnons du prophète, ne trahissent jamais. S'ils veulent faire le djihad, qu'ils l'étudient d'abord. Ils n'ont jamais étudié le djihad légal. Qu'ils l'étudient, qu'ils respectent les règles du djihad. S'ils avaient étudié les règles, ils n'auraient jamais fait ce qu'ils ont fait. Ils n'auraient jamais agressé un étranger, ni un musulman, sous la protection des lois musulmanes. Mohamed Ould Chabarnou a-t-il fait de mauvaises rencontres à l'école coranique? Pour en savoir plus, le lendemain, nous sommes allés trouver l'un de ses amis d'enfance. Abou Tagou est le seul qui ait accepté de parler du ralliement de Chabarnou à Al-Qaïda et des raisons qui pourraient expliquer son geste. C'est un jeune qui s'est retrouvé, franchement, je vous dis direct, c'est un jeune qui s'est retrouvé embobiné dans des histoires et malheureusement, je dis malheureusement, personne n'a été là pour l'extirper des mains de ces gens-là. Il faisait de petits voyages de temps en temps. Mais après... Des voyages où? Probablement du côté du Mali, en fait. Mais il ne partait pas seul, il partait avec d'autres gens. À un moment, il a changé de tenue vestimentaire, quoi. Avant, il portait des baggy, il portait des jeans, il portait de la marque. Après, il a abandonné tout ça. Mais bon, à mon niveau... Il s'habillait comment? Il portait genre une djellaba, quelque chose comme ça. Et en général, il regardait des chaînes... il y a des chaînes satellitaires, genre Al Jazeera, des trucs comme ça, qui passent des informations du monde arabe, comme des problèmes israélo-palestiniens, par exemple. Il était sensible à ces choses-là. On a des gens ici qui diffusent ce message. Quel message? Message, l'Occident, c'est quoi? L'Occident, c'est... Voilà. Tous les problèmes du monde, c'est l'Occident. L'Occident désigné comme ennemi, c'est un message que les fidèles peuvent entendre ici, dans certaines mosquées, dans certains quartiers. Dans les ruelles de Nouakchott, la misère est un terreau fertile pour l'islam radical. 25 jeunes de ce quartier auraient rejoint les rangs d'Al-Qaïda et seraient morts au combat, en Mauritanie et en Algérie. En 2009, un évangéliste américain a été abattu ici, en pleine rue, en plein jour. Mohamed Ould Chabarnou, lui, semble avoir été endoctriné lors d'un voyage au Mali. C'est là-bas qu'AQMI a implanté ses bases. Nous décidons de passer la frontière. Il faut plusieurs heures de route pour rallier le Mali, puis pour monter vers le nord, vers la région dont les brigades d'AQMI ont fait leur zone d'influence. Le contraste avec ce que nous avons vu en Mauritanie est saisissant. Ici, pas de poste de contrôle, pas de patrouille de gendarmerie. La dernière ville traversée, Gao, est déjà à 300 km derrière. Autour de nous, le désert à perte de vue. Cette région a toujours été une région instable, une zone de trafic, mais aujourd'hui elle est plus dangereuse que jamais. Dans le 4x4, nous sommes accompagnés par des Touaregs. Ils garantissent notre sécurité. Sur leurs conseils, pour être le plus discret possible, nous nous sommes habillés selon la coutume locale. Donc là, on quitte la piste? Oui. Pourquoi? On contourne le poste de contrôle. Pourquoi on contrôle ou pas? C'est pour contourner le poste de contrôle à Tangara ici. Il est où le poste? Montre-le-moi. Bon, on ne peut pas le voir à partir d'ici. Les arbres que tu vois là-bas, là. À 1 km 500. Ça, c'est l'armée, là. C'est la police. Hein? C'est la gendarmerie. Nous contournons le poste de contrôle. Les gendarmes maliens pourraient nous refouler. Ou pire, selon certains de nos informateurs, la corruption est telle dans cette zone qu'ils pourraient signaler notre présence à des preneurs d'otages.
Nous passons au large. Les gendarmes n'interviendront pas. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne sont pas équipés, j'ai dit. Il n'y a rien. Ils sont là pour les camions qui passent, là, pour la marchandise. Ils payent les frais, les taxes, quelque chose, un événement comme ça. Mais ils ne sont pas là pour traquer les trafiquants ou ceux qui font la fraude. Non, il n'y a pas un système pour ça. C'est un territoire vaste, incontrôlé. Il n'y a aucune autorité ici. Il n'y a aucune autorité ici. Au bout de la piste, dans quelques heures, nous atteindrons Kidal, la dernière ville du nord du Mali. Nous sommes maintenant au cœur de la zone contrôlée par l'AQMI, les combattants d'Al-Qaïda. Il ne serait pas prudent de sortir dans les rues de Kidal avec une caméra. Mais il y a tout de même une solution pour avoir un aperçu de la ville. Monter sur le toit. Kidal est la cité ancestrale des Touaregs. Cette minorité ethnique a toujours été en mauvais termes avec le gouvernement central. Notre guide est un Touareg, il connaît la situation. Il nous a confirmé qu'une frange de la population Touareg a appris à vivre avec les hommes de l'AQMI établis dans la région. Certains ont même rejoint leur rang. Si on dit que les Touaregs s'intègrent à l'AQMI, mais bien vrai qu'on peut les compter, ceux qui sont là-dedans. Mais je trouve qu'ils ont des raisons de le faire. Par exemple, on vient dire aux populations vieux qui sont dans leurs troupeaux, là-bas, on leur dit que bon, ça c'est la religion musulmane, c'est votre religion. Nous, on est là pour combattre les koufars, c'est les infidèles, les Américains, et pour défendre les musulmans qui sont opprimés ailleurs dans le monde, par exemple l'Irak, l'Afghanistan, le Palestine. La seconde raison, c'est quoi? Et ça c'est important, c'est une raison financière, et économique du moins, parce que c'est le seul, l'AQMI est le seul employeur. La troisième raison, dire que parce que tous ces Touaregs qui sont là sentent toujours une envie de venger en quelque sorte des maux ou d'une marginalisation qu'ils ont subi et qu'ils subissent jusqu'à présent. Pour des questions de sécurité, nous ne resterons pas plus de quelques heures à Kidal. Mais sur le chemin du retour, nous demandons à nos contacts de nous amener à la rencontre des Touaregs. Sur la piste, nous allons croiser un modeste campement de nomades. Dans le désert, il y a des centaines de tentes comme celle-là. Et nous allons le constater à l'image de ces 3 familles de bergers. La majorité des Touaregs vit dans un grand dénuement. Des proies faciles, recrutés parfois par les commandos islamistes comme main-d'œuvre ou comme simple relais d'information. L'évocation de l'AQMI ici provoque méfiance et peur. Elle dit qu'elle n'a jamais entendu parler de l'AQMI. Ils ne connaissent pas. Des terroristes, par exemple. Il y a que l'Irhab. Elle dit qu'elle n'a jamais entendu parler. Ils ignorent tout. Dès qu'on nous laisse tranquille, qu'on vit en paix comme des siècles. Il n'y a rien chez nous, tranquillité, comme d'habitude. Nous reprenons la route, mais avant de rentrer en France, il nous reste une dernière rencontre. Grâce à nos contacts, nous sommes entrés en liaison avec un homme qui se présente comme membre actif de l'AQMI. Son nom de guerre est Abou Moussab. Il a accepté d'être interviewé. Nous n'indiquerons ni le lieu, ni la date exacte de cet entretien. Les propos que nous avons recueillis correspondent à la propagande connue d'Al-Qaïda. La France est désormais une cible, et vous allez l'entendre, ces extrémistes n'ignorent rien de l'actualité et des débats qui agitent notre pays. Vous habitez en France et vous savez ce qui se passe là-bas pour les musulmans. Vous savez ce qui se passe pour les mosquées des musulmans. Tous les jours, dans les médias,
il y a des attaques de certains chrétiens contre les mosquées, contre les femmes musulmanes, contre les hommes musulmans. Il y a là-bas un racisme anti-musulman. Il y a une femme politique française qui a dit dans un récent discours que la prière dans la rue en France est une sorte de colonisation. Et le gouvernement français a interdit le niqab. Et tout ça, c'est du racisme contre les musulmans. On ne voit jamais le gouvernement français parler des juifs, des chrétiens, des hindous. Il ne parle que de l'islam, de la lutte contre l'islam. Et c'est ça la politique choisie par Sarkozy vis-à-vis des musulmans depuis qu'il règne sur la France. L'homme va poursuivre par une menace. Une menace directe contre la France, contre les dirigeants français et contre les intérêts français dans le nord de l'Afrique. Nous avons choisi de ne pas le laisser proférer ces menaces. Nous voulons de la France une chose très claire. Nous voulons qu'elle laisse les musulmans tranquilles et qu'elle arrête de suivre les États-Unis et qu'elle retire ses forces des pays musulmans. À partir de là, elle sera en sécurité de la part des Moudjahidines. C'est ce que nous voulons de la France. Ces menaces ne sont pas nouvelles. Elles ont déjà été proférées par Oussama Ben Laden en octobre 2010. Mais elles résonnent aujourd'hui différemment. Car cet entretien, nous l'avons enregistré quelques jours seulement avant la prise d'otage de Niamey, qui a coûté la vie à 2 jeunes Français. Comment ça s'appelle ces montagnes-là? Montagne des Alkit. Hein? C'est montagne des Alkit. C'est les droites là. Ça s'appelle Alkit. Au moment de quitter définitivement le Sahara, nous jetons un dernier regard sur les massifs montagneux du Nord. Il est clair qu'aujourd'hui, aucun des pays de la région n'est en mesure de déloger seul l'AQMI de ce qui est devenu son sanctuaire. Quelque part dans ces montagnes, 7 otages, dont 5 Français, sont retenus depuis maintenant presque 4 mois.